auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Il est 20h15 sur les zones du Niger, à 19h à Ouagadougou et à Bamako. C'est l'heure de la grande édition sur la voie et le miroir de la femme. Dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire du retrait des États de l'Alliance du Sahel de la CEDEAO, une marche suivie d'un géant meeting a été organisée hier 28 janvier 2025. Suivez les moments forts de cette marche de soutien sur les images de Niamey Soir. En date historique.
Allez, tout le monde! Soya! Jamy! Nous sommes en direct depuis la place de la concertation de Niamey, en face de la... Dans le cadre du soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le comité exécutif de l'Union des élèves de l'école des mines, industries et de géologie a tenu un point de presse ce matin. Plusieurs sujets ont été évoqués à cet effet, notamment la question sécuritaire, le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO et également leurs préoccupations. La teneur avec le secrétaire général de l'EMIG. Le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIG tient à exprimer son soutien sans réserve à cette lutte légitime et nécessaire. Cette lutte cadre parfaitement avec les principes directeurs de notre cadre organisationnel, qui est une structure de gauche révolutionnaire, de caractère marxiste-léniniste et d'obédience panafricaniste. Elle intervient aussi dans un contexte particulier, marqué par la commémoration du premier anniversaire du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Survenu le 28 janvier 2024, en tant qu'union des élèves de l'EMIG, nous saluons cette décision courageuse prise dans l'intérêt des peuples africains. La CEDEAO, qui s'est trop souvent éloignée de sa mission initiale d'intégration économique et de solidarité régionale, agit de plus en plus comme un instrument de pression étrangère au détriment de la souveraineté des États membres. Ces retraits, que nous considérons comme un acte de souveraineté et de prise en main de notre destin commun, invitent à repenser le modèle d'intégration africaine pour qu'il soit véritablement au service des populations. L'EMIG, en tant que seule école d'ingénieurs du Niger, peut jouer un rôle central dans la construction d'un avenir prospère et indépendant pour notre pays. Dans ce contexte, nous condamnons avec la plus grande fermeté les récentes déclarations irrespectueuses et méprisantes du petit président français Emmanuel Macron, qui non seulement insulte les peuples africains, mais confirme également l'analyse géopolitique et géostratégique du président Tchani sur la nécessité de rompre avec les pratiques impérialistes. Depuis le 26 juillet 2023, date marquante du coup d'État militaire conduit par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Niger a entamé une nouvelle ère de son histoire. Cette décision vient que controversée par certains, comme la France néocoloniale et ses valets locaux, a été saluée par une grande partie de la population nigérienne comme un acte de libération face à un système corrompu et oppresseur, enchaîné par des décennies d'ingérence étrangère et de pillage des ressources nationales. Le général Tchani, dans ses discours, a souligné la nécessité de rompre avec l'ordre néocolonial en matière de gestion des ressources naturelles, de développement des infrastructures et de transition énergétique nécessite une expertise de haut niveau que seul l'EMIG peut fournir. Investir dans l'EMIG, c'est investir dans l'avenir du Niger, car aucun pays ne peut connaître un développement remarquable et considérable sans ces divers domaines d'ingénieurs que forme cette prestigieuse institution. Cela signifie en premier lieu doter l'école des moyens nécessaires pour moderniser ses infrastructures, accueillir des équipements de pointe, renforcer ses programmes de formation et attirer des meilleurs talents. Ensuite, cela implique de soutenir la recherche et l'innovation, afin que l'EMIG puisse contribuer activement à la résolution des défis nationaux, tels que la diversification des sources d'énergie, la valorisation des ressources minières et la promotion d'industrialisation. Dans ce contexte de souveraineté nationale, l'EMIG est plus que jamais
un pilier essentiel du développement du Niger. Elle représente un espoir pour les jeunes générations, une vitrine d'excellence nigérienne et un levier stratégique pour l'indépendance économique et technologique de notre pays. C'est pourquoi nous appelons les autorités en charge de la transition à accorder une attention particulière à l'EMIC et à lui fournir des ressources nécessaires pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle et accomplir ses devoirs historiques dans cette période de refondation, où les ressources primaires constituent notre essence phare pour l'indépendance totale. Par ailleurs, le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIC ne peut rester insensible à la souffrance quotidienne des populations nigériennes, surtout dans les villages, exacerbées par les flambeaux des prix des denrées alimentaires. Cette situation qui frappe des pleines fouillettes des familles les plus vulnérables menace la stabilité sociale et compromet les efforts de reconstruction nationale. Nous appelons donc le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à prendre des mesures urgentes et concrètes pour juguler cette crise. Cela passe par la mise en place des mécanismes de régulation des prix, de soutien aux producteurs locaux et la sécurisation des circuits de distribution. La souveraineté alimentaire doit être une priorité absolue, car un peuple qui a faim ne peut pleinement s'engager dans la construction de son avenir. De même, la situation sécuritaire au Niger demeure une préoccupation majeure. Les attaques répétées contre nos populations civiles, les déplacements forcés et les pertes en vies humaines sont des tragédies qui endeuillent nos familles et fragilisent notre tissu social. Nous exhortons le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à redoubler d'efforts pour renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité, à moderniser leurs équipements et à améliorer leurs conditions de travail. La sécurité des personnes et des biens est un pilier fondamental de la souveraineté nationale et aucune pierre ne doit être laissée pour garantir la paix et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Le comité exécutif de l'EMIC lance un appel solennel à tous les élèves, enseignants, partenaires de l'EMIC, au-delà à tous les peuples nigériens, à s'unir autour des objectifs du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En effet, la lutte pour la souveraineté nationale est un combat collectif qui nécessite l'engagement de chacun. Nous devons être fiers de notre héritage et déterminés à construire un avenir meilleur pour les générations futures. Pour conclure, le comité exécutif de l'Union des élèves de l'EMIC réaffirme son soutien total au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. L'EMIC, fier de son héritage et de son rôle unique, s'engage à contribuer activement à la construction d'un Niger souverain, prospère et libre de toute ingérence étrangère. Ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et bâtir un avenir radieux pour notre nation. Le comité d'organisation de l'événement Rana Al-Adoumou a tenu dans l'après-midi de ce jour à l'école des hautes études de comptabilité et de finances une conférence de presse en vue d'échanger avec les journalistes sur les objectifs de cet événement qui entre dans le cadre de la promotion de la paix et la cohésion sociale. N'est-ce pas, Lawal Khan Abdraman, sur les images d'Ibrahim Kantama? La culture étant l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle joue un rôle prépondérant dans le renforcement de la cohésion sociale et la promotion de la paix. En effet, la diversité culturelle nigérienne façonne le peuple. La promouvoir est plus que nécessaire. C'est effectivement au cours de ces éléments fondamentaux que se tiendra cet événement de grande envergure Rana Al-Adoumou du 31 janvier 2025 au 2 février 2025. Un projet phare qui rayonne l'image de la femme nigérienne et les cultures nigériennes en vue d'atteindre les objectifs principaux, la promotion de la paix et la culture nigérienne. En outre, au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont eu droit à des éclaircissements relatifs à cet événement. Rana Al-Adoumou, c'est un événement qui a pour objectif la promotion de la diversité culturelle, favoriser la paix et la cohésion sociale entre les différentes ethnies, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, et faire
connaître, faire découvrir tout ce qu'on a comme richesse culturelle à travers le monde, à travers des prestations artistiques, à travers un challenge qu'on a lancé dans le cadre de l'événement encore, qui est Sarauniyar Al-Adumu, pour avoir la Sarauniya, celle qui sera ambassadrice de la paix, qui sera ambassadrice de la culture et de la jeunesse. On a lancé un concours où chaque représentante d'une ethnie envoie une photo qui représente en gros son ethnie avec l'habillement, les accessoires, le maquillage et tout. Donc on a fait une présélection sur la page officielle de l'événement. Chaque photo qui a le plus de j'adore ira à la finale. Donc on a sélectionné les photos les plus qui ont les candidates qui se sont le plus battues pour aller à la finale. Et là, la deuxième étape, ce sont les votes du public. On a 8 Sarauniya, on a 2 qui représentent les Kanouris, 2 qui représentent les Touaregs, on a une Peul, et une Sonra et une Jarma. On a aussi une qui représente les Arabes. Malheureusement, on n'a pas eu de participantes qui représentent les Hausa, ni les participantes qui représentent les Gourmandchés. Mais on souhaite vraiment pour les prochaines éditions avoir des participantes qui vont représenter toutes les ethnies du Niger. Donc maintenant, c'est le jour de la soirée, le 1er février, qu'on va arrêter les votes à partir de 22h. Et là, on va savoir qui sera la Sarauniya. Elle a un chèque de 1 million et on a l'école HPCF qui offre une bourse de 2,2 millions pour la Sarauniya. Et on a plusieurs autres partenaires qui leur offrent des cadeaux. Des activités pour la soirée, on aura plusieurs activités. On aura des algaïta, des tandé, des danses zarma, des danses gourmandchées. On a fait une sélection de tout ce qu'on a comme richesse culturelle qu'on va mettre en avant et qu'on va essayer de valoriser tout en lançant un message de paix et de cohésion sociale. En prenant la parole à tour de rôle, Madame Nassirine et Wazir Alajitaya, promoteurs et ambassadeurs de la paix, ont apporté leur contribution pour la bonne réalisation de ce projet. Je suis plus que ravie de voir toutes les activités qui font partie de ce projet, c'est-à-dire les expositions qui vont mettre en lumière tout ce que nous avons comme femmes entrepreneurs et qui font des choses merveilleuses ici au Niger, mais également ces personnes qui mettent en lumière notre diversité culinaire. Ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que la culture nigérienne rime avec la paix. Et je le dis parce que je sais qu'au Niger, nous avons le cousinage à plaisanterie qui fait partie de notre culture et qui est un moyen de consolidation de la paix et dans notre communauté. Et la particularité de la culture comme vecteur de paix, c'est que quelque part, ça sensibilise la population. Notre objectif, c'est que cette sensibilisation puisse servir même pour les générations à venir. La restauration fait partie de notre diversité culinaire, c'est important. Un événement spécialement sur invitation. Mais bon, on aura à faire des jeux concours pour faire gagner quelques invitations à tout un chacun, parce que l'événement se veut d'envergure nationale et internationale. Et aussi, il faut le dire, cet événement cadre avec ce qu'on appelle le développement du tourisme local. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait faire connaître le Niger, nos ethnies, notre diversité aux Nigériens qui sont au Niger, parce qu'il faut le dire, on a pris un nouvel élan, c'est-à-dire les 3 pays de l'AES. On est en train de développer notre tourisme par nous-mêmes. Il faut noter que la promotrice de cet événement et ses compagnons continueront à œuvrer inlassablement dans les jours à venir pour innover davantage en vue de promouvoir la culture nigérienne. Du 28 janvier au 1er février 2025, la Commission du Conseil africain franco-arabe de la promotion des grades accueille sa première session extraordinaire placée sous le thème « L'intégration africaine et le développement à travers la promotion des cadres académiques et scientifiques ». Africable pour ce reportage. Bamako accueille du 28 janvier au 2 février la première session extraordinaire du Conseil africain franco-arabe pour la promotion des grades. Cette première session enregistre la participation des secrétaires généraux des pays membres de CAFAG. La première journée a été mise à profit pour rendre hommage à plusieurs personnalités éminentes par la remise de la distinction du doctorat honorifique. Nous avons rendu cette journée scientifique exceptionnelle pour rendre hommage
par la remise des doctorats honorifiques aux éminentes personnalités religieuses et bienfaiteurs qui ont marqué l'histoire pour l'humanité. Nous avons constaté que ceux qui sont à la base de la restauration de la paix sociale dans notre société, au Mali et en Afrique, ils ont un rôle important dans notre société, dans les domaines de l'éducation et la cohésion sociale. Ils sont aussi les maîtres du Coran. Grâce à leur vision, nous sommes devenus aujourd'hui des docteurs, des enseignants-chercheurs. À partir de ces constats que nous leur disons merci et nous sommes reconnaissants. Plusieurs critères entrent en compétition pour le choix des éminentes personnalités distinguées. Le critère du choix, c'est d'abord être un vrai alim, un savant. Être quelqu'un qui a travaillé durement pour la paix, la stabilité, pour l'épanouissement de nos populations. Être quelqu'un qui a enseigné, qui continue à enseigner. Être quelqu'un qui travaille dans ce qui peut être qualifié pour l'indépendance de nos États, surtout nos États de l'espace sahélien de l'AES. Au total, ils sont 35 promis à la distinction du doctorat honorifique du monde universitaire, scientifique et religieux. Parmi eux figure le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Madani Haidara, pour sa contribution à la promotion de l'islam. Bon, ni soja min bena dan fosi tala parce que ni mɔgɔw yi sugandi ka bonya kiye mɔgɔ man ka jɔn bonyana o la mɔgɔ min bonya I b'a fo I b'a wale ɲuman dɔn vraiment ni sojara n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni sojara kosɛbɛ Ala sago I sago. Je viens d'être promu. Cela réjouit, honore et réconforte grandement. Vous savez, comme on le dit, la reconnaissance du mérite ne peut émaner que d'un homme de mérite. C'est une haute forme de mérite. J'ai beaucoup travaillé dans la recherche. Et on le dit, qui cherche, trouve toujours. Mais il ne faut jamais se décourager. Tout cela que j'ai consacré ma retraite à la recherche. Et je vais continuer toujours à rechercher. Et je vais continuer toujours à trouver de nouvelles idées. À noter que la première session extraordinaire de la promotion au grade de CAFAG est placée sous le thème l'intégration africaine et le développement à partir. Le musée national Boubou Hamma a servi de cadre à une visite guidée par le complexe scolaire privé Reina Académique. Une visite qui s'inscrit dans le cadre logique d'offrir aux élèves de la dite école une expérience culturelle et surtout intellectuelle. Le point avec Al-Mustafa Saloum. Les visites guidées dans les musées offrent une expérience culturelle inégalée permettant ainsi aux visiteurs de plonger dans l'histoire, dans l'art et surtout dans la découverte. Les visites sont bien plus qu'une simple promenade car elles permettent la découverte des animaux et des salles d'exposition. Ces visites accompagnées transforment la découverte muséale en une véritable aventure culturelle et surtout intellectuelle. Ce sont ces aspects conjugués qui ont poussé le complexe scolaire privé Reina Academy à organiser une visite guidée au musée national Boubou Hamma. Les responsables de l'école Reina Academy ont porté le choix sur ces derniers à cause de ses multiples composantes. Les élèves de cette école ont eu le privilège de visiter les différents pavillons, le parc zoologique, le centre éducatif, pour ne citer que cela. Par ailleurs, M. Seydou Ignace, directeur des ressources humaines du CSP Reina, n'a pas manqué de placer quelques mots à cette circonstance. Nous avons jugé utile de faire visiter nos enfants, nos élèves, au musée national, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de ce pays que nous ignorons. Les anciennes histoires de la pierre taillée,
les sables, l'or, l'uranium, tout cela, les animaux. Nous les vivons à l'école, dans les salles. Nous faisons l'enseignement dans les salles, mais nous avons voulu à ce que les enfants puissent vivre ça de près. Dans cette optique, nous avons voulu aujourd'hui à ce que cette visite soit faite afin qu'ils puissent se sentir dans le bain. Parce que l'académie seule ne suffirait pas. Mais il faut des fois faire sortir les enfants et leur faire vivre la réalité de ce qu'ils font sur les cahiers. Cette sortie contribue vraiment positivement même dans leur académie parce que ça les avantage plus de vivre de près ce qu'ils ont eu à rencontrer en théorie, en voyant les animaux, en voyant l'histoire, et beaucoup d'autres choses. Donc même la plupart d'entre nous ignorent même dans ce pays. Avec les guides qui sont avec eux, certainement ils seront vraiment bien accueillis et bien édifiés. Vraiment, par la grâce de Dieu, nous espérons à ce que juste après cette visite, tous les enfants soient à mesure de connaître l'histoire artisanale et tout ce qui est scientifique de leur pays puissent vraiment être à mesure de se défendre et de connaître la marge de leur formation bien sûr et d'être vraiment édifiés sur le concret de ce qui se passe avec les animaux, comment les animaux, on prend soin des animaux, comment le musée est et d'avoir connaissance plus sur tout ce que nous venons de rencontrer ici au musée. L'appel que nous lançons auprès de ces élèves, nous lançons un appel chaleureux auprès de ces élèves-là de vraiment se confronter à la formation que nous les donnions et d'être assidus, à poser des questions et de vivre vraiment la réalité, tout comme ceux qui sont en train de vivre aujourd'hui. Et ça va plus les édifier. Juste après le responsable de cette école, l'élève Reina en classe de 5e prend la parole. On a visité le pavillon de l'uranium, le pavillon culturel et beaucoup de choses. Dans le pavillon culturel, on a vu des anciens argents depuis 1985. J'ai vu des lions, une femelle et un mâle. Un hippopotame le mâle a 20 ans et la femelle a 22 ans. On a vu aussi des porcs-épics. Je suis contente pour cette visite au musée national Bouba Hamma. En définitive, il faut noter qu'en dehors des avantages culturels et intellectuels des visites au musée, il faut ajouter que ces dernières peuvent réduire certains facteurs tels que l'anxiété et la dépression. Revenons aussi dans le cadre de la marche du 28 janvier 2025 qui coïncide au premier anniversaire du retrait des États de l'Alliance du Sahel de la CEDEAO. La région de Tawa ne s'y reste pas derrière. Suivez cet extrait. Le Niger a décidé avec le Mali, le Burkina Faso, constatant que la CEDEAO des peuples est devenue un instrument de chantage et de séquestration des États membres, de se mettre ensemble pour faire face à leur destin, en créant l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette organisation qui œuvre pour la sécurité et le développement de nos pays membres à travers une coopération mutuelle. Il est important ici de rappeler que nos 3 pays de l'AES partagent des liens de fraternité séculaire avec une histoire, une géographie commune, des défis communs, des valeurs culturelles et traditions communes. C'est ainsi que pour combattre cette adversité, le 29 janvier 2024, nos 3 pays de l'AES, à savoir Mali, Burkina et Niger, décidaient ensemble de quitter la CEDEAO, qui, à sa création, avait pour vocation la libre circulation des personnes et des biens dans un espace communautaire et faciliter les échanges entre les pays membres. Mais malheureusement, cette mission assignée semble être de plus en plus compromise. Il vous souviendra aussi que de la même manière, la CEDEAO menaçait d'attaquer le Niger avec sa force en attente et en complicité avec la France. Face à cette situation, le Mali et le Burkina Faso ont fait front commun et soutenu notre pays
en faisant de notre problème le leur, en affichant leur farouche volonté d'intervenir militairement en faveur de notre pays. Mesdames et messieurs, face à cette cavale suicidaire, avec des instincts machiavéliques, nos 3 chefs d'État de l'AES ont affirmé leur volonté de quitter cette CEDEAO d'une manière irréversible. C'est pourquoi nous soutenons et demeurons encore et toujours derrière cette décision. En effet, le 29 janvier 2005 marquera l'anniversaire de l'an 1 de cette sortie de nos 3 États de la CEDEAO. Et cela deviendra une histoire pour le peuple de la Confédération des États du Sahel. Nous resterons et demeurons mobilisés derrière nos 3 chefs d'État visionnaires de l'AES pour une libération totale de nos États et une affirmation claire de notre indépendance et de notre souveraineté. L'AES, c'est aussi et surtout un espace de partage, de brassage de culture, de mœurs et de traditions, d'une part, et un espace commun et des défis communs, d'autre part. Cette volonté anime tous les fils de ces 3 nations qui défendent l'idéologie progressiste et révolutionnaire. La partie magazine de cette édition est consacrée à l'interview qu'accorde le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales à la radio-télévision nationale sur les dispositions qui ont été déjà prises pour pouvoir compenser ce que les hôpitaux utilisent dans le cadre de la réduction. Excellente suite des programmes sur la radio-télévision Tambra. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonne soirée. Il y a un coût, des dispositions ont été déjà prises pour pouvoir compenser ce que les hôpitaux utilisent dans le cadre de cette réduction-là. Et déjà, la première partie de la compensation, à coût d'à peu près 5 milliards, a été injectée pour pouvoir compenser la réduction des 50% là. Et c'est un processus qui se poursuit. Nous connaissons déjà ce que ça coûte à l'État sur 12 mois dans le cadre de cette réduction de 50%. La compensation de la part de l'État intervient chaque 4 mois pour pouvoir éponger ce que l'État devrait mettre en place par rapport à cette réduction de 50%. Nous avons poursuivi la gratuité des soins chez les enfants de 0 à 5 ans. Et en même temps, les femmes enceintes et les femmes qui souffrent de cancer gynécologique. Donc la prise en charge est gratuite, donc il n'y a pas de barrière financière pour pouvoir avoir accès aux soins. Nous avons mis en place ce qu'on appelle l'assurance maladie départementale, qui a été expérimentée dans la région de Dosso, à Gaïa, et qui a donné de très bons résultats. De même aussi, ça a été expérimenté à Tilaberi, à Goté. Ça donne de bons résultats. Eh bien, nous avons en perspective de... La mise à l'échelle de cette expérience? Oui, pour le moment, nous comptons mettre ça en place au niveau des Indiens et Maradi. À l'issue de cette expérimentation, progressivement, nous pouvons voir s'il y a lieu de faire une mise à l'échelle par rapport à cette question. Nous avons eu d'autres stratégies d'accès aux soins à travers l'organisation des campagnes gratuites de consultation et d'opérations de masse dans le cadre de la lutte contre diverses maladies. C'est ça qui nous a permis d'avoir comme résultat 598 personnes ont été opérées de maladies chirurgicales gratuitement au niveau de Madawa, Koni et Telia. 32 250 cas de maladies oculaires ont été consultés et 8 500 ont été opérés de cataracte. 315 personnes ont été opérées d'hydrocèle et il y a eu aussi des opérations de distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous comptons au cours de l'année 2025 faire 11 sorties en chirurgie foraine et nous prévoyons opérer 10 000 cas de cataracte sur l'ensemble du territoire national et organiser 5 camps de chirurgie pour opérer 500 cas d'hydrocèle. Nous avons toujours dans le cadre de la vaccination, parce que aussi c'est l'accès aux soins, l'État a mobilisé 17 400 millions de francs CFA pour l'achat de 13 vaccins. C'est des vaccins destinés aux enfants, ce qui a permis d'avoir une couverture vaccinale de 80 à 84%. En ce qui concerne la vaccination de riposte,
Donc, c'est-à-dire que c'est quand il y a une situation, on riposte à travers la vaccination. Si vous vous rappelez, notre pays a connu une épidémie de méningite dans 13 districts de notre pays. Et il y a eu donc une riposte à travers la vaccination où 2 696 personnes ont été vaccinées contre la méningite. Nous comptons, dans perspective donc, de l'année 2025, poursuivre cette vaccination contre la méningite à travers le vaccin pentavalent qui est composé donc, de 5 items. Si vous vous rappelez aussi, il y a eu l'épidémie de choléra suite aux inondations. Nous avons organisé une riposte de vaccination contre le choléra au niveau de 6 districts, Myria, Zender, Gazoua, Madawa, Bouza et Koni. En effet, c'est plus de 1 57 587 personnes qui ont été vaccinées contre le choléra. Dans le cadre de la vaccination à travers la campagne de masse, nous avons aussi réalisé des vaccinations dont 7,5 millions d'enfants ont été vaccinés et supplémentés par campagne. Nous comptons continuer ces campagnes de vaccination par de masse donc contre la fièvre jaune, mais aussi contre la rougeole. Comme autre accès aux soins, je vais quand même dire un mot sur les soins spécialisés. C'est très important. Dans le cadre de renforcement des activités pour la prise en charge de cancer, quelque chose qui nous tient à cœur, eh bien, nous avons finalisé les travaux du bunker. Le bunker, c'est un local destiné à accueillir l'appareil de radiothérapie. Ce bunker, ça fait des années que le chantier évolue. Et c'est seulement en 2024 que nous avons pu achever ce bunker-là, parce que c'est la seule condition pour avoir l'appareil de la radiothérapie qu'on appelle le LINAC. Et c'est à l'issue donc de la finition de ce bunker-là. Et les ingénieurs de l'AIA sont venus vérifier que le bunker répond bien aux conditions de sécurité. Et c'est à l'issue de ça que l'envoi de la machine a été autorisé. Et si vous vous rappelez, la cérémonie a été même présidée par le chef de l'État. C'était en présence de son excellent le général de brigade Abdelrahman Chani et le directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça, c'était le 15 octobre 2024, où nous avons acquis cet appareil-là qu'on appelle accélérateur linéaire, le LINAC. C'est pour la première fois ou bien il y avait déjà un autre? C'est la première fois. La première fois. Oui, c'est la première fois. Parce le Niger, dans son système sanitaire, n'a jamais disposé de ce genre de matériel? Non, jamais. Et cet appareil est accompagné par ce qu'on appelle un scanner. Le scanner de simulation, ça s'appelle. Ce scanner complète l'autre appareil. Donc c'est lui qui permet d'identifier, par exemple, si on veut traiter le cancer, parce que maintenant la technologie a avancé. Si vous voulez traiter le cancer, eh bien, il faut utiliser cet appareil-là qui va guider les radiothérapeutes pour leur dire, écoutez, c'est là où il faut bombarder avec les rayons. Et c'est ça qui permet d'éviter les tissus qui sont sains. Parce que si vous bombardez tout le corps, eh bien ça. Donc cet appareil-là est très important. Donc que les Nigériens soient rassurés. Dès que la radiothérapie va démarrer, eh bien c'est un traitement de précision, de haute qualité, où ça n'a pas d'effet secondaire, ça n'a pas d'incidence sur les autres organes. Donc c'est ça la particularité de ce scanner de simulation. L'acquisition de cet équipement va nous permettre de renforcer en tout cas le traitement du cancer. Le processus d'installation de cet équipement-là se poursuit, parce que comme je l'ai dit, c'est un équipement de haute qualité. Le processus se poursuit parce que c'est un processus. En même temps, la formation aussi des agents. Sur place, les ingénieurs. Présentement, il y a un ingénieur indien qui est en train de compléter la formation de nos ingénieurs par rapport. C'est très important, oui, la formation. Oui, il est déjà là. Le processus se poursuit et nous comptons, en tout cas, Inch'Allah, les premiers patients qui peuvent bénéficier de la radiothérapie, Inch'Allah, ça aura lieu en mars 2025. Nous envisageons aussi la création donc, de laboratoire d'immunohistochimie, donc qui est aussi un laboratoire important pour la prise en charge du cancer. Et nous avons en projet l'acquisition de ce qu'on appelle le TEP-scan. Le TEP-scan, c'est notre appareil qui permet de renforcer la prise en charge du cancer. Et les moyens sont déjà acquis. Toujours en ce qui concerne l'accès aux soins spécialisés, dans le cadre du renforcement des activités de la prise en charge des patients insuffisants rénaux. Voilà une autre grosse question des soins spécialisés qui nous préoccupe. Vous savez, le rein, c'est un organe vital. Lorsqu'il est défaillant, il n'y a que deux solutions pour vivre.
La première, c'est d'assurer sa fonction là, par un appareil externe. C'est ce qu'on appelle dialyse ou hémodialyse. La deuxième possibilité, et c'est ça, c'est à vie. La deuxième possibilité, il faut greffer le rein. Et là, vous êtes épargné de l'hémodialyse. Donc, pour le moment, l'hémodialyse, c'est ce que nous faisons, c'est ce qui est faisable chez nous. Nous avons 2 centres opérationnels. Le centre de dialyse de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo et le centre de l'hôpital national de Zender. C'est les 2 structures qui nous prennent en charge les patients insuffisants rénaux, donc sur l'ensemble du territoire national. À l'heure actuelle, ces centres prennent en charge 310 patients qui souffrent d'insuffisance rénale. Et ces 310 patients-là... Est-ce que nous avons une expertise pour le greffage de rein ou bien on va continuer toujours à aller à l'extérieur pour ça? Je vais en venir sur la greffe rénale, je vais finir sur l'hémodialyse. Donc, un patient en insuffisance rénale doit avoir la séance de dialyse 2 fois par semaine. Et à chaque séance, il faut un kit. Donc, avec 310 patients, 2 séances par semaine, ça nous fait 620 kits par semaine. C'est gratuit, c'est à la charge du malade? C'est à la charge de l'État. C'est l'État qui achète les kits. C'est à travers des commandes. Dans les commandes, nous les faisons trimestriellement, 2 fois chaque mois, pour qu'il n'y ait pas de rupture. Les dialyses sont gratuites? Ce n'est pas gratuit. Ce qui est gratuit, c'est les 150 000 qu'on devrait déposer. J'ai oublié d'en parler dans la réduction des tarifs, où il y a le forfait, ce qu'on appelle le forfait dialyse, qui fait 150 000, donc que l'État a pris en charge. Donc le patient n'a plus besoin de déposer de l'argent pour avoir accès à l'hémodialyse. C'est juste les autres ingrédients qu'il doit payer pour pouvoir bénéficier de cette hémodialyse. Donc vous voyez, un patient qui a une insuffisance rénale, l'hémodialyse, qui n'est pas d'un Niamey, s'il est à Difa, il faut qu'il vienne et les domicile ici, parce qu'il doit être dialysé 2 fois par semaine. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut étendre ces centres-là à l'intérieur du pays. C'est pourquoi nous avons un projet, le centre hémodialyse de Maradi, et déjà au niveau d'Agadez et de Difa, donc il y a eu déjà l'unité qui est installée. C'est juste la mise en marche qu'on doit faire. Pour revenir à votre question en ce qui concerne la greffe rénale, effectivement, c'est la deuxième possibilité, puisque on s'est rendu compte que c'est difficile pour quelqu'un de supporter 2 séances. 2 fois, mais ça peut aller jusqu'à 3 séances par semaine. Et ça, c'est toute la vie. Donc, il faut qu'il fasse ces séances d'hémodialyse-là. Donc, pour parler à ça, il y a la greffe rénale. La greffe rénale qui, pour le moment, ne se fait pas chez nous. Ça se fait à l'étranger. Nous envoyons nos patients à l'étranger pour la greffe rénale. À l'heure actuelle, nous avons 29 patients qui ont été greffés. Et la greffe rénale, c'est quelque chose de très cher. Pour un greffier rénal, il coûte pour l'État 16 millions de francs CFA, sans compter 7 millions pour... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20
30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.